Bon, alors, mes chers amis, je vous remercie d'être là ce matin. La Caisse des dépôts est extrêmement heureuse d'accueillir ce séminaire organisé par la chaire, dont Jean-Hervé Laurenti est le responsable, transition démocratique, transition économique de Paris-Dauphine, qui est sponsorisé. Il faut rendre hommage à ceux qui permettent à cette chaire d'exister, à la fois par Malakoff Médéric, présenté par son président à ma gauche, et puis par la CFD, que je me permets de représenter ayant 40% de cette petite société. Alors, j'ai une grande affection pour les sujets oxymores. Le vieillissement, c'est un des plus beaux sujets oxymores, parce que le vieillissement est une urgence, et pourtant le vieillissement vient dans longtemps. En réalité, les choses sont parfaitement simultanées, et donc je suis très heureux d'ouvrir cette séance, parce que, incontestablement, le vieillissement fait partie des priorités qui sont sur la file d'attente de la Caisse des dépôts. Quand en 2007, nous avons refondé notre plan stratégique, nous nous sommes demandé, avec l'aide du cercle des économistes, dont un certain Jean-Hervé Laurenti et moi, nous nous sommes demandé quels sont les sujets qui sont importants pour nos concitoyens. Qu'est-ce qui les empêche de dormir? Et nous avons identifié 4 sujets qui étaient le logement, le développement durable, l'université et les PME. Depuis, nous avons identifié 2 priorités qui, me semble-t-il, pourront être peut-être parmi les priorités des années 2020-2030, qui sont d'une part le tourisme, qui est une activité économique de services non délocalisable, qui va prendre une importance croissante compte tenu de tout ce que vous savez, et d'autre part le vieillissement. Donc je suis très heureux qu'on puisse explorer cette question. Je remercie aussi Isabelle Daudier, qui est partenaire de la chaire de Paris-Dauphine, en collaboration avec le département études stratégiques de la Caisse des dépôts, dirigé par Dijon. Alors Isabelle Daudier m'ont fait un discours de 40 pages dans lequel il y a toute la statistique et toute la démographie sur le vieillissement. Je me limiterai simplement à un chiffre qui nous concerne tous, puisque nous sommes, pour tous ceux qui ont plus de 40 ans aujourd'hui. La part des plus de 75 ans va doubler entre 2007 et 2050, donc le sujet est véritablement brûlant. Alors, donc, avec Mme Xuan et M. Wilmer, Jean-Hervé Laurenti est à la tête d'une équipe qui est en pointe sur les effets macroéconomiques, donc les effets sur la croissance, mais aussi beaucoup de questions sectorielles, impact sur le marché du travail, les territoires et transferts financiers intergénérationnels, pour ne citer que quelques exemples. Alors, pour nous, Caisse des dépôts, c'est très important, parce que nous avons, premièrement, la conviction qu'il faut toujours faire travailler ensemble chercheurs et praticiens. C'est ce que nous faisons avec un grand bonheur dans les territoires, puisque grâce à notre partenariat avec les universités, il n'y a plus un seul directeur régional de la Caisse des dépôts qui ne soit pas branché sur les spécificités de son territoire. Vous savez que nous avons financé l'étude de Laurent Dabzi, qui a montré à quel point, en France, aucun territoire ne ressemblait à aucun autre, et combien il fallait avoir une approche spécifique en fonction de la nature des revenus qui font vivre le territoire. Parce que le territoire vit avec des revenus industriels, est-ce qu'il vit avec des revenus touristiques, ou est-ce qu'il vit avec des revenus de retraités? Et on retrouve notre sujet initial. Donc, la Caisse des dépôts s'efforce d'avoir une action différenciée sur les territoires, et il y a beaucoup de territoires dans lesquels, d'ores et déjà, son action est influencée par le vieillissement. Lorsque je vais à la direction régionale du Limousin, le premier sujet de conversation avec le président de la région de l'Autorité générale, ce sont les EHPAD. Et vous le savez d'ailleurs, nous avons créé à la Caisse des dépôts une société qui s'appelle CDC Génération pour construire 8000 places d'EHPAD à des prix réduits. Notre angoisse, évidemment, c'est qu'à la retraite, les Français iront dans la maison de retraite qui correspond à leur revenu. Les riches iront à la maison de retraite Sofitel, les très pauvres iront à la maison de retraite Formule 1, mais il faut aussi des maisons de retraite Ibis, c'est-à-dire suffisamment bien pour que on n'y envoie pas que les gens à l'aide sociale, mais qu'ils ne soient pas d'un prix de journée de l'ordre de 150 ou 200 euros par jour, qui serait totalement inaccessible. Alors, vous le savez, bon, on mobilise tous nos métiers à la Caisse des dépôts pour cette question de vieillissement. La SNI, ICAD, EGIS participent à nos groupes de travail. Nous avons créé un comité vieillissement au sein du groupe Caisse des dépôts. Nous avons fait un comité de direction thématique sur le vieillissement. Et par ailleurs, en tant que nous sommes assureurs, nous sommes passionnés par le sujet du viager. Et j'ai la conviction
que le viager est une voie d'avenir. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'un viager de personne à personne, c'est un ticket de tri. Un viager sur un portefeuille de plusieurs milliers de personnes, c'est de l'assurance. Et donc, l'idée que vous puissiez, quand vous avez 70 ans, aller voir un assureur et lui dire, écoutez, voilà, ma maison, vous l'estimez à combien dans une perspective de viager, permettrait d'industrialiser beaucoup plus fortement cette affaire. Et je dois dire que, nous sommes au début de nos réflexions là-dessus, mais si cette chaire pouvait nous aider, ce serait formidable. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je crois que le message principal que je voulais vous faire passer, c'est que nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir, que nous vous remercions de vous pencher sur ces questions et d'irriguer, entre guillemets, la maison des dépôts, comme tous les chercheurs de vos idées. Et sans plus attendre, je laisse la parole. Je crois qu'il était prévu que ce soit Guillaume qui parle. Alors Guillaume, tu as la parole. Merci, merci cher Augustin. Je voudrais rendre un hommage au génie de Jean Hervé. Parce que quand on ouvre le journal, quand on va dans un dîner aujourd'hui, on ne parle certainement pas de perspective de croissance, on parle de catastrophe. Et donc commencer à intervenir dans une conférence où on parle de perspective de croissance et de vieillissement, c'est évidemment tout à fait extraordinaire. Alors moi j'ai la conviction que la croissance, évidemment, ne viendra pas de la relance budgétaire, je ne vais pas le développer ce point, vous le savez bien, qu'elle viendra donc uniquement, à mon avis, d'une remise en cause, d'une refonte de nouvelles attitudes, c'est-à-dire l'innovation, la modification des habitudes et des ruptures. Et je voudrais, dans le domaine qui est le mien, celui de la protection sociale, prendre 4 exemples, et puis vous inciter, tout au long de la journée, dans le domaine du vieillissement, à non pas suivre mon exemple, mais trouver les ruptures qui sont nécessaires. Car nous entrons dans un monde, évidemment, de changements incroyablement profonds et incroyablement rapides. J'illustre mon propos par le domaine de la santé. Une fois qu'on aura défini ce que c'est que la solidarité et ce que l'État joue comme rôle dans la solidarité, on aura donc le financement de cette solidarité et le panier de soins. Alors à ce moment-là, les organismes tels que le mien, les organismes assureurs complémentaires, pourront jouer un rôle en concurrence et passer d'une attitude où nous avions une valeur ajoutée sociale forte et une valeur ajoutée économique nulle. Ben oui, quand on rembourse automatiquement derrière la sécurité sociale, on a une valeur ajoutée sociale forte et une valeur ajoutée économique nulle, à une attitude où nous aurons une valeur ajoutée sociale forte et une valeur ajoutée économique forte. Ça sera l'optimisation des dépenses de santé, ça sera de l'orientation. Nous créerons de la valeur à la fois pour nos clients assurés, en améliorant la qualité de leurs soins et de l'organisation des soins, et à la fois pour les professionnels de santé, en sélectionnant évidemment les meilleurs parmi les professionnels de santé et ceux qui ont les meilleurs résultats. Voilà un exemple dans le domaine de la santé. Un autre exemple dans le domaine de l'entreprise et de la protection sociale de l'entreprise. Une fois que l'entreprise, qu'on aura défini quel est le rôle de l'entreprise dans le domaine de la solidarité, toujours la même histoire, on pourra enfin commencer à faire converger cette infinité absurde, mais nous avons vécu dans cette absurdité depuis la fin de la guerre finalement, absurdité qui a été positive. Je ne veux pas critiquer ce qui s'est passé, mais la poursuite de cette absurdité ne serait pas raisonnable. Dans une situation dans laquelle nous avons cotisé sur des filières parallèles, ne se rencontrant jamais 6 ou 7 fois. On a cotisé sur la retraite, la santé, la prévoyance, le logement, la formation, l'épargne retraite, le chômage. Et à chaque fois, sans qu'il y ait la moindre question sur l'évolution des besoins de la personne qui cotisait. J'ai la conviction qu'on va se poser des questions totalement différemment à l'avenir, et notamment dans le domaine de la transférabilité des droits. Et oui, parce que autre spécificité, autre changement tout à fait profond, le fait que la croissance vienne de l'innovation va induire des changements considérables au sein des entreprises, des besoins d'adaptation au sein des entreprises, et évidemment, les contrats de travail tels que nous les connaissons ne pourront pas perdurer. Il faudra donc à très court terme les changer, et les changer tout en sécurisant les personnes et les salariés, et ça veut dire la transférabilité des droits. Et si on arrive enfin à faire converger toutes les cotisations dont j'ai parlé, plus à gérer, et nous sommes candidats évidemment pour ça, à gérer la question de la transférabilité des droits, alors on créera
une société, me semble-t-il, il faut la cette société, une société dans laquelle on pourra changer l'entreprise, les entreprises pourront s'adapter, et dans laquelle, je l'espère, les salariés auront des perspectives de sécurisation qui ne sera pas forcément liée et accrochée au seul contrat de travail. Dernier exemple que je voudrais prendre, celui de la dépendance. Nous allons aussi passer, évidemment, d'une gestion administrative d'un budget départemental de la dépendance. On sait bien que les départements ne s'en sortent pas, on connaît bien tous les problèmes qu'il y a autour de la gestion de l'APA, à une gestion dynamique du flux autour de la personne et de ses besoins. Mais où est l'identification des leviers sociologiques du maintien à domicile? Qui les a fait? À ma connaissance, personne. Où est l'identification des technologies qui existent, c'est vrai, pour répondre à ces leviers? Mais où est l'intégration au sein du domicile? Où sont les plateformes informatiques incroyablement puissantes qui vont devoir lire les centaines d'informations, secours, sécurité, prévention, qui vont venir du domicile? Où sont les acteurs qui vont comprendre ce que font ces plateformes et vont gérer l'orientation dans un système, alors EHPAD, soins de suite, MCO, soins à domicile? Voilà encore des métiers liés au vieillissement et qui sont extraordinairement porteurs de croissance, métiers qui n'existent pas et dont le financement même n'existe pas. Voilà quelques réflexions que je voulais vous proposer pour vous montrer que la protection sociale, nous sommes en train de la réinventer, car nous ne voulons plus simplement gérer des subventions ou gérer des prélèvements, nous voulons vraiment gérer de la valeur, et c'est ce que je propose de discuter aujourd'hui. Merci. Bien, pour maintenir le rythme, moi j'ai juste quelques mots à dire. D'abord, des remerciements à nos deux partenaires principaux qui sont CNP, dont la Caisse des dépôts qui détient 40%, donc la Caisse des dépôts, et puis évidemment Malakoff Médéric et Guillaume Sarkozy. Je le remercie en plus d'autant plus qu'il a eu cette formule un peu excessive sur le génie, et surtout très individualisée, alors qu'en réalité c'est vraiment une démarche en fait une véritable chair, c'est-à-dire très collective, que nous avons eu de prendre ce sujet qui est paradoxal et que je crois tout à fait juste. Je vais en dire un mot. Je voudrais remercier en particulier aussi pour la caisse parce qu'on a, avec Isabelle, avec Didier, on a un séminaire qui est aux petits oignons, qui est fait tous les mois avec des thèmes qui sont très travaillés. Je trouve qu'on travaille bien. Et donc nous aurons, à la fin du mois d'avril ou mai, traité l'ensemble des thèmes du vieillissement, alors du logement. Donc on aura vraiment analysé, travaillé sur l'ensemble des sujets. Et puis on a quelques autres partenaires, et je ne peux pas ne pas le dire, parce que c'est en fait le signe que beaucoup de gens aujourd'hui sont très passionnés par le problème du vieillissement. C'est l'Institut Montparnasse, géré par cette année l'année Jean-Michel Laxal, c'est, je crois qu'il y a HSBC, la FNMF et la FSA. Tu vois qu'on arrive à regrouper tout le monde dans l'histoire, qui nous aide de manière beaucoup plus ponctuelle, mais j'allais dire de manière très très utile. Deuxième remarque, notre démarche est une démarche de cette chaîne, est une démarche originale et ambitieuse, ce qui au fond moi me séduit. Originale d'abord parce que ce n'est pas une chaire traditionnelle. J'ai la faiblesse depuis 40 ans que je fais l'économie, la faiblesse de penser que les économistes peuvent être utiles à quelque chose. Donc que c'est intéressant de faire travailler les économistes sur des sujets qui ont une implication. Et tu as raison de dire que le thème, est très très original. Il consiste à dire, petit a, que vieillissement et croissance ne sont pas contradictoires, alors que toute la pensée économique a consisté à opposer, ou plus exactement à associer le vieillissement avec cette idée de croissance. L'idée aussi que nous disposons au fond, au moment où nous sommes en train de bâtir, dans le débat présidentiel qui aura lieu, qui est quand même très important, c'est un débat dans notre pays, nous sommes en train de réfléchir à des politiques économiques qui essayent de résoudre les sujets extrêmement compliqués. Nous sommes convaincus qu'il y a au fond des variables de politique économique qui s'appellent transfert intergénérationnel. Et ces transferts intergénérationnels, on en parlera tout au long de la journée, mais c'est vrai
qu'il y a des marges de manœuvre dans cette affaire qui sont très importantes. Après, il faut examiner ça de manière très sérieuse. C'est original parce que du matin jusqu'au soir, vous entendez en moyenne le mot dette, nous entendons le mot dette, on va dire 1 millier de fois par jour, si on écoute un peu la radio, si on lit les journaux, etc. Et on a l'impression que l'univers s'est complètement stratifié, gelé, concentré, annihilé à travers un mot qui est tout à fait important, mais qui ne peut pas résumer l'histoire du monde. Et nous sommes dit qu'il fallait réattaquer le sujet à travers, au fond, une grille de lecture qui serait une grille de lecture, j'allais dire, multigénérationnelle. C'est de voir comment est-ce qu'on peut jouer le coup, et je trouve que c'est très très stimulant. Ça, c'est pour la partie originale. Je rappelle qu'il doit y avoir dans notre équipe de la chaire, et ici on a tout au long de la journée, je ne sais pas, une petite dizaine de professeurs d'universités variées, enfin, on a constitué une équipe, je trouve, avec l'expérience assez rare. Et puis c'est ambitieux parce que, comme je l'ai indiqué, il fallait se débarrasser de cette idée que vieillissement, ça signifie tout simplement ralentissement de la croissance. Tu te souviens, Augustin, quand on était à Evian, c'est que moi, ce qui m'a frappé dans cette journée où on entendait les patrons allemands, l'idée que ce poids des difficultés démographiques de l'Allemagne, il faudrait qu'on ait quelques sections, ce poids de la difficulté démographique était en réalité très prégnant, et vous verrez que le débat dans les jours ou semaines qui viennent, qui reviendra tout simplement à rappeler le merveilleux succès de l'économie allemande, mais à relativiser aussi les choses, tout ce qui est excessif me paraît dangereux. Rappeler que lorsque l'on regarde la dette en intégrant les passifs sociaux, on s'aperçoit que sur ce plan, nous sommes peut-être mieux placés que nos voisins d'outre-Rhin. Et puis il fallait essayer de revisiter, comme nous avons l'habitude d'employer ce terme pas très joli, de relire, de repenser tout ce qui aujourd'hui sont des briques de la réflexion sur le vieillissement. Alors c'est vrai qu'on est en train de dire, les économistes sont en train de dire que par exemple les dépenses de santé peuvent être ultra productives. Premier aspect. C'est toute la croissance endogène qui revient sur ce thème-là. C'est-à-dire que toute dépense est obligatoirement positive, mais en tout cas, la question est posée. Nous sommes, de la même manière, en train de repenser à ce qu'est la productivité des seniors. On avait le sentiment que la productivité était une productivité décroissante à partir de 55 ans. Ceci est peut-être moins évident. Je dirais que tout ça est souvent écrit par des gens qui eux-mêmes sont concernés par l'affaire et qui ont expliquer à quel point ils sont en amélioration de leur propre productivité. On est également en train de penser, ça c'est l'ami, j'allais dire Masson, mais il y en a d'autres, en train de penser le sujet de la protection sociale comme une globalité, comme un facteur de productivité ou de contre-productivité, selon la manière dont on le joue, dans sa force de relation sociale. Et au fond, on se demande si les différents modèles qui nous sont proposés, leur modèle de fonctionnement, la manière dont on répartit les financements et dont on privilégie tel ou tel groupe social et tel ou tel groupe générationnel, tout ça n'a pas un impact très important sur la croissance. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas penser, au jour d'aujourd'hui, nous sommes plombés dans une discussion qui consiste à dire il faut se désendetter et on n'a pas de croissance. On va se désendetter et on n'aura pas de croissance en 2012. Mais le monde n'est pas fini, l'affaire n'est pas finie, en tout cas, c'est un discours auquel j'aimerais bien participer. Le monde n'est pas fini, il n'est d'ailleurs dans cette affaire-là ni de gauche ni de droite, il est plutôt optimiste ou pessimiste, et comme je fais partie plutôt du premier groupe, je pense qu'il y a toujours des solutions et que le traitement du vieillissement est un des éléments de cette affaire. Je conclus en disant que on a un programme qui est gigantesque. Là, c'est j'allais dire presque une instruction pour notre mode de travail de la journée. Notre programme est absolument gigantesque. Bon, c'est bien, formidable. On l'a divisé en deux. Une première partie avant le déjeuner, c'est logique, ça reste original pour cette affaire, consiste à regarder les coûts.
nous avons une matinée sur les coûts du vieillissement. Donc, on va examiner toutes ces briques intellectuelles qui nous permettent de travailler sur le sujet. Et puis cet après-midi, nous avons 4 scénarios. 4 scénarios. Moi, je pense, un peu comme quand on fait ça, qu'un séminaire n'a intérêt quand il y a des conclusions. Pas les conclusions préétablies, préécrites, comme nous avons l'habitude de le faire, mais des conclusions qui, au fond, sont, j'allais dire, la traduction d'un sentiment général, d'un apport intellectuel qui a été fait. Donc, l'idée, c'est que la fin, la dernière session, soit une vraie session j'allais dire, de conclusion. Là, je m'adresse directement à François Xavier qui va l'animer en lui disant le job ne va pas être facile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est déjà en retard, ce qui est bien, mais c'est normal parce que voilà, on avait des discours importants à tenir. Mais je demande à tous les animateurs d'être extrêmement respectueux de l'emploi du temps. C'est-à-dire, ça commence à 9h30 et ça se termine à 10h25. Monsieur Julien, est-ce que vous aurez la gentillesse de ce timekeeper, c'est-à-dire de taper sur la tête de l'animateur s'il ne ça va strictement sur l'affaire. Nous terminons à 19h30, qui est déjà une main de plaisanterie. Donc si vous voulez qu'on termine avant l'heure des libations, la deuxième tranche de libation de la journée, il faut qu'on tienne scrupuleusement. Je crois qu'après, nous avons Ivar, Jean-Michel, pour, non pas toutes les chairs, mais la nôtre, pas trop le reste, mais un peu ce qui marche, et puis après, présentation des résultats faits par Villemeur et Hélène. Okay.